Bienvenue et merci de nous rejoindre sur France 24. C'est le journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'alliance politique entre Bédié et Ouattara, en tout cas pas avant la présidentielle de 2020. Le PDCI a décidé de laisser en suspens le projet de grande formation politique voulu par le président ivoirien. La Coupe du Monde et les Tunisiens tenus en échec par l'Angleterre. Ils n'ont pas réussi à s'imposer malgré une première mi-temps bien menée. Et nous évoquerons aussi la rencontre de mardi. Les Lions de la Teranga, j'ai nommé le Sénégal évidemment, rencontrent la Pologne. Et puis à la fin de ce journal, rencontre avec Jane Goodall. La primatologue s'est rendue en Ouganda pour célébrer les 20 ans de son refuge pour chimpanzés. Elle a profité de son voyage pour sensibiliser les jeunes Ougandais. Mais avant de développer ces titres, cette information en Gambie, des affrontements ont fait au moins 2 morts ce lundi lors d'une manifestation. Des défenseurs de l'environnement s'étaient rassemblés pour protester contre l'exploitation de sable dans la petite ville de Farababanta, c'est au sud de Banjul. Manifestation qui a viré au clash avec les forces de l'ordre présentes sur place. Les 2 activistes ont été tués par balles. Les armes n'avaient pourtant pas été autorisées selon l'inspecteur général de la police gambienne. Et je vous le disais donc en titre, en Côte d'Ivoire, le PDCI a pris la décision. Il n'y aura pas de parti unifié avant 2020. Le parti d'Henri Konan Bédié a décidé de repousser après la présidentielle l'examen des textes fondateurs de cette éventuelle future grande formation politique voulue par le président Alassane Ouattara. Une décision qui pourrait provoquer des remous au sein de la coalition au pouvoir. Les précisions à Abidjan de Thaïs Brook. C'est une décision qui pourrait faire trembler l'équilibre politique en Côte d'Ivoire. Le PDCI a été clair à l'issue d'environ 6 heures de débat entre les différents membres du bureau politique du PDCI. Il n'y aura pas de parti unifié avant la présidentielle de 2020. C'est pourtant un serpent de mer de la politique ivoirienne. Ce parti unifié, voulu par Alassane Ouattara sous la bannière RHDP, serait censé réunir les différents partis qui font partie de la coalition au pouvoir et notamment le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI d'Henri Konan Bédié. Alors, en fait, au milieu de toutes les tensions, il y a la candidature à la présidentielle de 2020. Alassane Ouattara a récemment déclaré dans une interview à Jeune Afrique qu'il n'excluait désormais plus de se représenter pour cette présidentielle de 2020. Et du côté du PDCI, d'Henri Konan Bédié, ce parti historique, on estime qu'après avoir soutenu un candidat issu du parti RDR en 2010 et en 2015, en l'occurrence Alassane Ouattara, c'est désormais à leur tour, autour d'un membre du PDCI, d'être désigné candidat de cette coalition au pouvoir. Alors, il n'y a pas encore eu de réaction de la part du RDR, de membres du RDR, mais selon certains observateurs de la politique ici en Côte d'Ivoire, cette décision du PDCI pourrait même faire exploser la coalition au pouvoir. Nous n'en sommes pas encore là, mais ce qui est sûr, c'est que le climat politique en Côte d'Ivoire risque d'être orageux ces prochaines semaines. Et on ouvre le volet Coupe du Monde et la revanche de 2002 n'a pas eu lieu pour les Tunisiens. Les Aigles de Carthage n'ont pas réussi à s'imposer face à l'Angleterre. Ils se sont inclinés 2-1. Pourtant, ils avaient réussi à maintenir le pressing pendant une bonne partie du match et les supporters tunisiens y ont cru, comme l'a suivi Lilia Blaise à Tunis. Je fais une victoire parce que ça fait depuis 20 ans qu'ils attendent cette revanche sur l'Angleterre. Le dernier match en Coupe du Monde contre l'Angleterre était en 98 et l'Angleterre avait gagné 2-0. Et puis c'est un match très important aussi pour la Tunisie parce que le pays n'a pas été qualifié en Coupe du Monde depuis 12 ans. Donc ce soir, énormément de Tunisiens sont sortis dans les rues, ont scandé des slogans pour la Tunisie. Alors c'est une déception, mais il reste encore des matchs à jouer. Le prochain contre la Belgique le samedi 23 juin. Et ce mardi, c'est au tour des Lions de la Teranga de débuter leur mondial. Les Sénégalais rencontrent la Pologne et ils comptent bien faire une entrée remarquée dans la compétition 16 ans après leur première Coupe du Monde. Les précisions à Moscou de notre envoyé spécial, Xavier Sumisser.
Le Sénégal entre en lice, c'est seulement la deuxième participation des Lions de la Teranga en Coupe du Monde. Mais la précédente a marqué les esprits. Une victoire en ouverture contre la France, championne du monde en titre. Un parcours jusqu'au quart de finale qui reste à ce jour un record pour une équipe disputant sa première Coupe du Monde. Les Lions de la Teranga version 2018, eux, sont arrivés ici à Moscou avec 24 heures d'avance pour se préparer dans un cadre sécurisé et apaisé. Loin de la pression donc et loin du camp de base de Kalouga. Les voilà confrontés à une équipe polonaise en mode renaissance. C'est pas encore l'équipe de 74 et de 82, mais elle pourra compter sur son bon gros géant Robert Lewandowski, auteur de 16 des 28 buts polonais en match de qualification. Pourtant, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé l'a promis en conférence de presse, il n'y aura pas de plan anti-Lewandowski. Le Sénégal veut jouer son propre match. Aliou Cissé qui, au cours de cette dernière conférence de presse, a tenu à rendre un hommage appuyé à Bruno Metsu, sélectionneur du Sénégal en 2002. Cet entraîneur qui, selon lui, a montré le chemin, ouvert la voie. Les Sénégalais, 16 ans après l'épopée, tiendront à lui rendre hommage ce mardi face à la Pologne. En tout cas, après la prise de parole de l'actuel sélectionneur Aliou Cissé, son ancien capitaine, l'émotion était palpable. Mamoudou Gassama devient un habitué des palais présidentiels, celui qu'on appelle Spider-Man après avoir escaladé un immeuble à Paris et sauvé un enfant, est au Mali où il a retrouvé sa famille après 5 ans d'absence et il a été reçu ce lundi à Bamako par Ibrahim Boubacar Keïta. Le président malien l'a évidemment félicité. Tu as su au moment où le courage de tous étaient interpellés, mais où un seul faut faire la décision. Tu as fait la décision. De ça, nous sommes très fiers. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord remercier le président Macron pour m'avoir accueilli à l'Élysée. Notre président m'a aussi invité parce que je suis malien. Je suis né et j'ai grandi ici au Mali. Cela m'a beaucoup touché et je le remercie sincèrement. Cela a dû plaire à tous les Maliens aussi. Au Mozambique, la communauté musulmane fait entendre sa voix et à la suite des attentats dans le pays. Depuis le mois d'octobre, le nord du Mozambique est le théâtre de plusieurs attaques menées par de jeunes musulmans radicaux. Les dirigeants religieux, les hommes politiques ont rappelé que ces attentats n'ont rien à voir avec les préceptes de l'islam. Ils appellent à la paix et à la fin de la violence. Écoutez. Le gouvernement mozambicain comprend que ce qui se passe n'a rien à voir avec la religion islamique. Nous allons bien et nous allons très bien parce que notre gouverneur a dit que les attaques n'ont rien à voir avec nous. La doctrine islamique est claire, c'est une doctrine de paix. Une nouvelle loi qui jette de l'huile sur le feu au Bénin, ou plutôt de l'essence. Le Parlement béninois a voté une loi interdisant la vente d'essence dans les bidons et les bouteilles le long de la route. Mais c'est essentiellement de cette manière que les automobilistes s'approvisionnent. Les petits revendeurs sont très inquiets. Nicolas Germain. Au Bénin, la plupart des habitants achètent leur essence au bord de la route. Elle est importée en contrebande du Nigeria, le pays voisin qui est le premier producteur de brut du continent. Désormais, le Parlement veut interdire ce commerce. Mais beaucoup de Béninois vivent de cette revente. J'ai appris cela, je ne veux plus dormir. Ce que ça me fait là, c'est beaucoup. C'est ça que je fais pour nourrir mes parents, mes enfants au village. Les contrevenants risquent de 3 mois à 3 ans de prison ferme. Le président de l'Union des vendeurs d'essence ne comprend pas une telle décision. Ce n'est pas que nous sommes contents de ce que nous faisons. C'est parce que nous n'avons pas d'autres choses à faire. Et on ne peut pas aller voler, on ne peut pas aller prendre des fusils, commencer par arracher des voitures et autres. Donc c'est pour cela que, malgré ça, malgré les risques, nous sommes en train de faire ça. Les consommateurs, eux, critiquent le manque de stations essence dans le pays. Le prix est plus abordable au bord de la route que dans les stations. Si l'État diminue le prix à la pompe, alors on n'achètera plus au bord de la route. Et puis combien il y a de stations sur cette grande route par exemple? Aucune. Les autorités rappellent que l'essence de rue est à l'origine d'incidents meurtriers. L'an dernier, par exemple, une cargaison d'essence de contrebande avait explosé et tué une fillette de 8 ans. Et on termine cette édition avec une rencontre avec une femme très touchante et impressionnante. Vous avez sans doute vu cette vidéo devenue virale, cette femme qui ramène un chimpanzé dans son milieu naturel et le primate la prend instinctivement dans ses bras. Cette femme que vous voyez, c'est Jane Goodall, célèbre primatologue. Elle s'est rendue en Ouganda pour célébrer les 20 ans de son sanctuaire pour chimpanzés. Ces petits protégés se situent sur l'île de Gamba, dans le nord du pays. Jane Goodall, 20 ans, 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 20
Jane Goodall, dont le combat est une inspiration, a profité de son voyage pour transmettre ses convictions aux plus jeunes. Regardez. Le docteur Jane Goodall a consacré 6 décennies de sa vie à la protection des chimpanzés. La primatologue, ici en Ouganda, est devenue célèbre pour ses travaux alors qu'elle avait à peine une vingtaine d'années. Elle vivait alors dans une forêt en Tanzanie parmi les chimpanzés. Jane Goodall collaborait avec le paléontologue Louis Leakey. À l'époque, on disait que ce qui différenciait les êtres humains des animaux, c'était que les premiers savaient manier des outils. Mais Louis Leakey a alors annoncé que j'avais vu des chimpanzés utiliser des outils. Dès lors, on devait soit redéfinir les êtres humains, les outils, ou bien dire que les chimpanzés étaient des hommes. À 84 ans, elle voyage 300 jours chaque année pour son travail. Sa priorité est d'enseigner aux enfants comment protéger les animaux et l'environnement. Les jeunes qu'elle rencontre lui disent qu'ils redoutent l'avenir. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre certains hommes politiques dans de nombreux pays qui ne semblent pas se soucier de l'avenir de leurs enfants, de nos enfants. Dans cette réserve, les primatologues s'occupent des chimpanzés qui ont été sauvés des mains de braconniers ou de trafiquants. Pour la jeune génération de défenseurs de l'environnement, Jane Goodall est une source d'inspiration. Pour nous les jeunes, la nouvelle génération, c'est encourageant car son travail est reconnu à travers le monde. Si nous travaillons dur, nous aurons d'autres Jane Goodall et la planète sera sauvée. Jane Goodall affirme que si rien n'est fait, les grands singes risquent de disparaître. En Afrique, on estime que d'ici 2030, 90% de leur habitat naturel sera affecté par le développement humain. Et c'est la fin de cette édition africaine, mais restez sur France 24, l'info continue. Express Orient, présenté par Myriam Amelal. Du Yémen à l'Iran, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale d'une région en mouvement. Express Orient, le magazine du Moyen-Orient, à voir sur France 24 et France24.com.